Bonjour la beauté, nous sommes sur Terre, à une époque inconnue, près d'une immense cascade. Un extraterrestre descend de son vaisseau spatial et ingère un récipient de liquide noir. Immédiatement, le liquide envahit sa peau et dissout son corps, faisant tomber l'extraterrestre dans l'eau où il se désintègre complètement, laissant son ADN être emporté par le courant. Passons maintenant à 2089. Une équipe d'archéologues dirigée par les docteurs Elizabeth et Charlie découvre des peintures dans une grotte en Écosse, datant d'au moins 30 000 ans. Ces peintures correspondent à une série de représentations culturelles provenant de civilisations qui n'auraient pas pu partager les mêmes informations. 2 ans plus tard, le vaisseau spatial Prométhée quitte la Terre. Tout l'équipage est en cryo-sommeil et la gestion du vaisseau est assurée par David, un androïde humanoïde. Pendant son temps libre, David apprend à mieux comprendre les humains. Il pratique des sports, regarde des films, teint ses cheveux et surveille le sommeil des membres de l'équipage, notamment celui d'Elizabeth, qui rêve de son enfance. Dans son rêve, elle se remémore avoir vu une tribu africaine enterrer un homme, son père lui expliquant que chaque culture a des croyances différentes à propos de la mort. Après 2 ans de voyage, le vaisseau atteint sa destination. L'équipage se réveille, composé de mercenaires et de scientifiques. Chacun prend le temps de se remettre des effets secondaires du cryosommeil et de se nourrir. Le capitaine Janek monte même un sapin de Noël, ce que Meredith, la représentante de la compagnie supervisant la mission, considère comme futile. Le protocole de la mission commence avec Meredith qui diffuse un enregistrement holographique de Peter Weyland, PDG de la corporation ayant financé l'expédition. Weyland explique qu'au moment où il regarde cette vidéo, il est probablement déjà mort depuis longtemps et que David est la chose la plus proche d'un fils qu'il ait jamais eu. Peter a toujours voulu savoir d'où nous venons et ce qui se passe après la mort, raison pour laquelle il a financé cette expédition après qu'Elizabeth et Charlie lui ont présenté une théorie intrigante. Les docteurs expliquent que les peintures trouvées à travers le monde représentent une carte stellaire menant à une planète avec un soleil capable de soutenir la vie. C'est justement près de cette planète qu'ils viennent d'arriver ce matin. Elizabeth croit que cette carte a été laissée par des êtres qu'elle appelle les ingénieurs. Et selon sa théorie, ils auraient créé l'humanité. La plupart des membres de l'équipage restent sceptiques. Plus tard, Meredith convoque les docteurs dans ces quartiers équipés d'une capsule médicale autonome, extrêmement coûteuse et rare. Elle exprime ses doutes sur le fait que des gribouillages sur des murs puissent mener à des découvertes concrètes. Cependant, en cas de vie extraterrestre, ils ont reçu l'ordre strict de ne pas établir de contact. Cela soulève des questions parmi l'équipe. Pourquoi sont-ils venus ici s'ils ne peuvent pas communiquer? David, pour sa part, a passé les 2 dernières années à déchiffrer des dizaines de langues anciennes et est convaincu de pouvoir communiquer si les ingénieurs sont encore vivants. Cependant, après avoir envoyé des messages vers la planète extraterrestre, il n'a reçu aucune réponse. Quelques heures plus tard, le vaisseau traverse l'atmosphère de la planète, ne détectant aucun signal radio ni source de chaleur, seulement un vaste désert. Cela semble indiquer l'absence de civilisation. Pourtant, Charlie remarque des lignes droites au sol, impossibles à former naturellement. Le vaisseau atterrit à cet endroit. L'équipage se prépare pour l'expédition et David, bien qu'il n'en ait pas besoin, enfile une combinaison pour se fondre parmi les humains. Le groupe utilise des véhicules pour explorer une structure en forme de dôme. Le géologue Fifield ne parvient pas à déterminer si elle est naturelle ou artificielle, mais il est certain qu'elle est creuse. À l'intérieur, Fifield déploie des sondes spatiales qui cartographient toute la zone, leur permettant de se diriger à travers une série de couloirs. Alors, à mesure qu'il exploite plus profondément, ces informations sont transmises au vaisseau, permettant au capitaine de cartographier la zone et de localiser une source d'eau chauffée par la lumière solaire avec des niveaux de CO2 assez acceptables qui semblent même contenir de la vie organique. Cependant, à l'extérieur, l'environnement est complètement toxique, mais à l'intérieur, il est possible de respirer. Charlie prend le risque de retirer son casque pour confirmer que l'air est sûr et tous les autres font de même pour poursuivre l'exploration. David trouve un mur couvert d'une substance étrange et de plusieurs symboles qu'il parvient à activer grâce à ses connaissances linguistiques. Cela déclenche un hologramme montrant des figures humanoïdes courant dans les couloirs. L'équipe les suit et découvre un corps extraterrestre devant une porte, probablement tué en essayant de l'ouvrir. Face à ce danger croissant, le géologue Fifield décide de retourner au vaisseau, avec le biologiste Milburn affirmant qu'il n'était pas venu pour cela. Pendant que les médecins examinent le corps, David parvient à ouvrir la porte, révélant que la tête de
l'extraterrestre de l'autre côté est en excellent état de conservation. Le reste de l'équipage découvre d'autres corps, suggérant que l'espèce est soit éteinte, soit décimée à cet endroit. Dans la salle, ils s'entretrouvent également des vers indiquant une possibilité de vie, ainsi qu'une statue monolithique représentant une tête humaine, des fresques au plafond et une série de cylindres de pierre. David remarque qu'un des cylindres libère une substance organique noire. Pendant ce temps, Elizabeth est fascinée par les fresques changeantes et pense qu'elles influencent l'atmosphère de la salle, la rendant dangereuse. L'équipe commence à emballer la tête extraterrestre pour l'emporter avec eux, tandis que David prend discrètement un des cylindres. Il conclut que cette caverne est en réalité un tombeau et quitte les lieux. À ce moment, Janek détecte une tempête dangereuse approchant et avertit l'équipe. Meredith leur donne 15 minutes pour revenir avant de fermer la rampe. L'équipage court hors de la caverne et se précipite vers le vaisseau, réussissant à y retourner juste avant d'être attrapé par la tempête de sable et d'électricité. Cependant, la tête extraterrestre tombe du véhicule pendant le trajet. Elizabeth retourne la chercher, ce qui fait que la tempête atteint le vaisseau. Charlie tente de la sauver en conduisant son véhicule contre le vent, mais il finit lui aussi piégé. Finalement, ils doivent être tirés par David à l'aide de câbles. Après l'incident, Charlie est très en colère contre Elizabeth pour son comportement. Plus tard, les médecins travaillent à la décontamination et entrent dans le hangar où ils découvrent que Milburn et Fifield ne sont toujours pas revenus. Les deux scientifiques sont en réalité perdus dans la caverne. Janek parvient à les contacter pour leur expliquer qu'il est impossible de venir les chercher à cause de la tempête, ce qui signifie qu'ils devront attendre jusqu'au matin. Pendant ce temps, les médecins stérilisent la tête et une analyse rapide révèle qu'il ne s'agit pas d'un exosquelette, mais d'un casque. En retirant ce casque, ils découvrent la tête d'un extraterrestre humanoïde avec de nouvelles cellules se formant sur son front. Ils décident alors d'introduire un courant électrique dans son cerveau pour simuler une activité vitale. Le stratagème fonctionne. Le visage commence à bouger, mais rapidement, la surstimulation provoque l'explosion de la tête dans la chambre de confinement. Et Elizabeth est profondément choquée, mais après avoir analysé un échantillon prélevé sur la tête, elle est émerveillée de découvrir que l'ADN correspond exactement à celui des humains. Cela confirme sa théorie, ces êtres sont à l'origine de la création de l'humanité. Pendant ce temps, David met à jour une capsule de cryo-sommeil contenant une personne mystérieuse avec laquelle il discute en secret. Personne d'autre que Meredith n'est au courant. Elle exige agressivement de savoir ce que la personne lui a dit. David répond simplement qu'il a reçu des instructions pour continuer ses efforts. Plus tard, David inspecte en privé le cylindre qu'il a rapporté. Il découvre de nombreuses capsules contenant un liquide noir. Cela lui donne une idée. Il rend visite à Charlie pour partager une boisson avec lui. Pendant leur conversation, ils réfléchissent à ce qu'ils seraient prêts à faire pour obtenir des réponses. Et David glisse discrètement une goutte de liquide noir dans la boisson de Charlie. Dans la caverne, Milburn et Fifield examinent un sinistre tas de corps extraterrestres. Ils reçoivent un appel du capitaine Janek qui les avertit que le scanner a détecté des signes de vie à proximité. Étrangement, ce signal cesse soudainement de clignoter et Janek laisse les deux scientifiques continuer leur exploration. De son côté, Charlie rejoint Elizabeth dans sa cabine. Elle partage avec lui sa découverte. L'ADN extraterrestre est identique à celui des humains, confirmant qu'ils ont créé l'humanité. Cependant, Charlie minimise cette révélation, affirmant qu'il n'y a rien de spécial à créer la vie avec un simple ADN et un cerveau. Cette remarque attriste Elizabeth car elle est stérile. Mais après avoir partagé leurs sentiments, ils se rapprochent et célèbrent leur amour. Pendant ce temps, les scientifiques restés dans la caverne commencent à s'inquiéter. Fifield et Milburn découvrent une salle contenant du liquide noir s'échappant des cylindres. À leur grande surprise, ils aperçoivent une créature ressemblant à une anguille nageant dans le liquide. Milburn, trouvant la créature fascinante, s'approche, mais l'extraterrestre attrape son bras et tente de le briser. Fifield intervient, coupant la créature pour le libérer, mais son fluide corrosif endommage le casque de Fifield, qui fond jusqu'à atteindre son visage. Tandis que Fifield agonise, la créature s'introduit dans le casque de Milburn, pénètre sa bouche et le tue instantanément. Le lendemain matin, Charlie se réveille en se sentant mal et remarque quelque chose d'anormal dans ses yeux. Janek informe l'équipage que la tempête est passée, mais qu'il n'a pas réussi à contacter les scientifiques. Une équipe se prépare pour partir à leur recherche. David promet de localiser
la sonde et de la réparer. Cependant, alors que le groupe explore la caverne, David reste délibérément en arrière et suit un chemin différent. Il diffuse une transmission visible uniquement par Meredith, la présentant comme une mission secrète pour son père. David découvre une autre salle remplie de milliers de cylindres et d'armures extraterrestres. Il s'aventure ensuite dans un couloir menant à une chambre contenant plusieurs capsules de cryo-sommeil. À ce moment, David interrompt la communication avec Meredith, ayant quelque chose à accomplir en secret. Pendant ce temps, Charlie continue d'avoir des hallucinations pendant la recherche et Elizabeth remarque qu'il est malade. Cependant, il insiste pour continuer et poursuit la mission. Lorsqu'ils trouvent finalement le corps de Milburn, ils s'approchent pour l'inspecter, ce qui fait surgir le petit extraterrestre reptilien. Cependant, ils ne trouvent pas Fifield, qui reste introuvable. À ce moment-là, l'état de Charlie se détériore rapidement. Elizabeth ordonne à tout le monde de retourner au vaisseau et d'isoler Charlie. David active une machine au centre de la salle qui projette un hologramme des ingénieurs examinant une carte stellaire incluant la Terre. Cela semble indiquer qu'ils suivaient ce chemin. Une fois la projection terminée, David remarque qu'une des capsules de cryo-sommeil brille encore, révélant qu'un ingénieur est toujours vivant. Cela le remplit de joie. Lorsqu'ils reviennent au vaisseau, la peau de Charlie commence à noircir et il souffre énormément. Meredith les attend dans le hangar avec un lance-flamme, refusant de laisser Charlie monter à bord car il est extrêmement contaminé. Janek et Elizabeth discutent avec elle, mais Charlie, conscient de son sort, marche délibérément vers Meredith pour qu'elle le brûle. Elle finit par l'immoler, tandis qu'Elizabeth assiste avec douleur à la mort de son mari. Peu après, l'équipage est mis en quarantaine. David effectue des tests sur Elizabeth pour vérifier si Charlie ne l'a pas infectée. À leur grande surprise, l'examen révèle qu'elle est enceinte de 3 mois, ce qui est impossible puisqu'elle était en cryo-sommeil à cette période. Le fœtus a une forme étrange et effrayante. Elizabeth demande à le retirer, mais David lui répond qu'ils n'ont ni les moyens ni les personnes nécessaires pour effectuer une telle opération. Soudain, Elizabeth ressent une douleur intense au niveau de l'abdomen. David lui administre un sédatif pour l'endormir, tout en faisant des remarques troublantes sur son père et son mari, ce qui la perturbe davantage. Quelques minutes plus tard, certains membres de l'équipage réveillent Elizabeth pour la conduire à une capsule de cryo-sommeil, le temps de décider quoi faire avec le fœtus. Elizabeth feint d'être sous l'effet du sédatif, lutte contre eux, puis s'échappe. Elle trouve la capsule médicale autonome de Meredith et demande une césarienne. Cependant, la machine est calibrée uniquement pour les hommes et ne peut pas effectuer cette procédure. Elizabeth demande alors une extraction d'un corps étranger dans l'abdomen. La machine accepte. Elle lui administre des anesthésiques qui s'avèrent insuffisants et Elizabeth endure une douleur intense. La pince de la machine extrait alors le fœtus étrange de son corps. Immédiatement après, le fœtus éclate et un extraterrestre terrifiant émerge, agitant ses tentacules pour se libérer. Elizabeth endure cette situation agonisante pendant que la machine referme sa blessure. Dès que les points de suture sont terminés, elle quitte la capsule et enferme l'extraterrestre à l'intérieur, où il est assommé par les gaz libérés. Pendant ce temps, Janek remarque quelque chose d'inhabituel devant le vaisseau. Un membre de l'équipage va vérifier et découvre que c'est Fifiel, mais il ressemble à un zombie. Il commence à attaquer les membres de l'équipage dans une lutte acharnée, tuant tous ceux qu'il croise. Ils lui tirent dessus, mais cela n'a aucun effet. Finalement, ils utilisent un lance-flamme pour l'éliminer. Elizabeth erre dans le vaisseau et trouve l'infirmerie pour chercher des médicaments. Elle est stupéfaite de découvrir que Peter Wayland, son employeur prétendument mort, est toujours vivant. C'était lui la personne dans la capsule de cryo-sommeil. Peter souhaite rencontrer directement l'ingénieur qu'ils l'ont trouvé dans la caverne, le seul encore vivant, pour exiger des réponses. David le guidera vers cet ingénieur. Elizabeth tente d'expliquer que cette planète est dangereuse et qu'elle n'est pas ce qu'il pensait, mais ses avertissements sont ignorés. Peter souhaite découvrir les réponses aux plus grandes questions de l'humanité et tromper la mort. Refusant d'abandonner, Elizabeth surmonte sa douleur et se prépare à retourner dans la caverne. Janek la rejoint et explique que ce lieu ne peut pas être la planète natale des ingénieurs. La caverne est probablement une installation militaire où ils produisaient le liquide noir comme arme de destruction massive. Cependant, cette arme s'est répandue et les a tous tués. Janek souhaite retourner sur Terre, mais Elizabeth le convainc d'attendre jusqu'à ce qu'elle ait contacté l'ingénieur survivant. Pendant ce temps, Peter se prépare à partir et Meredith tente de l'en dissuader, l'appelant père. Cependant, Peter ignore ses avertissements, déterminé
déterminée à rencontrer les ingénieurs. Elizabeth rejoint l'équipage pour retourner dans la caverne, où David leur demande de retirer leur casque, expliquant que la maladie n'est pas dans l'air, car c'est lui qui a contaminé Charlie. L'équipe arrive dans une nouvelle salle remplie de milliers de cylindres. David appelle cette pièce un compartiment de chargement. Depuis ce nouvel angle de numérisation, Janek et Benedict réalisent que ce n'est pas une caverne, mais un vaisseau spatial. David active une machine et explique que l'ingénieur était sur le point de partir pour la Terre lorsque le liquide noir s'est échappé, les tuant tous. Le dernier ingénieur est réveillé. Elizabeth tente de lui poser des questions, mais un des mercenaires de Peter l'attaque avant qu'elle ne puisse en poser davantage. David traduit leur langue pour communiquer avec l'ingénieur, mais celui-ci réagit violemment, arrache la tête de David et l'utilise comme arme pour frapper Peter. L'ingénieur tue ensuite les mercenaires qui tirent sur lui. De retour au vaisseau, Meredith observe la mort de son père à travers les yeux de David et ordonne à Janek de se préparer à quitter la planète. Pendant ce temps, Elizabeth s'enfuit, tandis que l'ingénieur active son propre vaisseau pour se rendre sur Terre. Cela provoque l'ouverture de plusieurs trappes au sol. Elizabeth saute à travers ces ouvertures tout en appelant Janek pour lui demander d'arrêter l'ingénieur. Car si le liquide noir atteignait la Terre, cela détruirait l'humanité. Cependant, le Prometheus n'est pas un vaisseau de guerre et Meredith pense qu'il devrait partir sans rien faire. Janek l'ignore et ordonne à ses pilotes de se préparer à transformer leur vaisseau en projectile ionique pour stopper l'ingénieur. Meredith souhaite quitter le vaisseau et donne la permission à ses pilotes de faire de même, mais ils choisissent de respecter leur capitaine et de mourir avec lui. Janek libère alors la capsule de sauvetage de Meredith. Les deux vaisseaux entrent en collision, provoquant un impact qui les fait s'écraser. Grâce à cet acte, ils empêchent avec succès l'ingénieur de quitter la planète. Cependant, avec les vaisseaux écrasés au sol, Elizabeth et Meredith doivent courir pour ne pas être écrasés. Meredith n'est pas assez rapide et meurt écrasée par l'énorme vaisseau. Elizabeth parvient à survivre et plus tard, elle tente de retourner dans le Prometheus pour voir si elle peut trouver des provisions. Elle entend des bruits provenant des profondeurs du vaisseau et, après avoir pris une hache pour se défendre, elle part enquêter. Elle découvre que son proto-alien s'est échappé de la capsule médicale et a grandi jusqu'à atteindre une taille gigantesque. À ce moment-là, David entre en contact avec elle et lui ordonne de fuir car l'ingénieur est à sa poursuite. Mais il est déjà trop tard. L'ingénieur apparaît, la repousse contre un mur et tente de la tuer. Elizabeth réagit rapidement, ouvre une porte arrière et libère son proto-alien qui bondit immédiatement sur l'ingénieur pour un combat à mort. Tandis qu'Elizabeth s'échappe, le proto-alien, désormais dans sa deuxième phase de développement, enfonce sa langue dans la gorge de l'ingénieur, l'infectant instantanément. À l'extérieur du vaisseau, Elizabeth, épuisée et proche de l'effondrement, est soudainement contactée par David. Il lui explique que les ingénieurs ont un autre vaisseau caché sous terre et qu'il est le seul à pouvoir le piloter. Elizabeth retourne chercher la tête et le corps de David, mais fait une demande inattendue. Au lieu de revenir sur Terre, elle décide de se rendre sur la planète natale des ingénieurs pour achever ce qu'elle a commencé. David accepte, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi elle est si désespérée de trouver des réponses. Avant de quitter la planète, Elizabeth retourne au Prometheus pour envoyer un dernier message à la Terre expliquant tout ce qui s'est passé sur cette planète. Quelques instants après, de l'intérieur du corps mort de l'ingénieur, surgit la troisième et plus puissante forme de la créature, confirmant ainsi l'origine de cet être extrêmement résistant. Terminant ainsi Prometheus, film de science-fiction et d'horreur de 2012, et je vous attends dans la prochaine vidéo.